Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 20 octobre. Voici les titres de cette édition. Des drones pour surveiller le littoral vendéen à la demande du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Un petit avion sans pilote a survolé une dizaine de kilomètres de plage du côté de Notre-Dame-de-Mont. Objectif, accumuler toute une série de données pour pouvoir aider les scientifiques à étudier l'évolution du trait de côte. Explication au début de cette édition. Direction également Mars dans ce journal. La planète rouge fascine. Les Américains ont déjà réussi à se poser à sa surface. Les Européens viennent de tenter de le faire avec la mission ExoMars. Une mission suivie par les passionnés. Le centre astronomique vendéen proposait une retransmission en direct. Et puis nous parlerons également du Vendée Globe et plus spécifiquement des Bisus, ces skippers qui vont prendre pour la première fois le départ de la course. Ils sont 14 dans ce cas-là. Il y a de jeunes skippers comme Alan Roura, mais aussi des habitués des courses au large qui rêvent de suivre le parcours de François Gabard, qui pour sa première participation au Vendée Globe avait décroché la victoire. On commence donc ce journal en prenant un peu de hauteur pour parler de la protection du littoral. Il y a 6 ans, après le passage de la tempête Xynthia, de nombreuses questions avaient été soulevées autour de la surveillance du trait de côte et de l'érosion des dunes. Les scientifiques se penchent désormais sérieusement sur le sujet. Ces derniers jours, des drones ont ainsi survolé le littoral vendéen du côté de Notre-Dame-de-Mont. Le but, c'est accumuler une série de relevés sur l'évolution des côtes et prévenir les risques pour les habitants. Pierre Dalissu. C'est un drone AVEM de moins de 2 kg, équipé d'un appareil photo que vous pouvez voir ici sous cette trappe. C'est un appareil photo qui est orienté vers le nadir, donc vers le sol, pour pouvoir prendre les photos, dans ce cas de la plage. Un drone qui va survoler sur une dizaine de kilomètres les plages de Saint-Jean-de-Mont et de Notre-Dame-de-Mont. On est loin ici du drone que l'on trouve dans le commerce. Cet appareil est piloté par des professionnels. Il n'existe en France qu'une dizaine de sociétés habilitées par l'État pour effectuer des vols aussi longs. C'est un petit bijou de technologie qui vaut plusieurs milliers d'euros que l'on a acquis chez Azure Drone pour les besoins justement de grandes élongations comme les plages ou les surveillances d'herbiers en amont centrale pour l'EF. Une fois en l'air, c'est cette antenne qui fait le travail. Les pilotes, eux, laissent la main. On fait décoller le drone d'ici et c'est le drone qui va parcourir les 7 km. Grâce à cette antenne, on a le retour de la télémétrie du drone, donc l'altitude, la vitesse et son comportement. On peut éventuellement agir sur la trajectoire du drone grâce à la station de contrôle. Voilà, donc c'est le drone qui va parcourir aujourd'hui 7 km plusieurs fois. Le drone va effectuer des clichés du trait de côte. Ce sont ces scientifiques qui analyseront les données. L'objectif, prendre de la hauteur sur l'état des dunes et des plages. Un outil parmi d'autres qui s'avère très efficace. Depuis la tempête Xynthia, les collectivités ont pris conscience de l'importance de suivre régulièrement et de mesurer régulièrement la position du trait de côte et la position des morphologies côtières. Les nouvelles techniques de photogrammétrie permettent de la qualité d'image et de la qualité de nuages de points qui permettent de donner des positionnements X, Y, Z, c'est-à-dire l'altitude des dunes, l'altitude de la plage, avec une résolution très très fine de l'ordre de 10 cm, de 3 cm et une précision qui est de l'ordre de 5 cm sur de grandes surfaces. Donc c'est vraiment des outils très intéressants à mettre en œuvre pour le suivi des dunes et des plages. Ce drone survole cette plage pour la 3e fois et a déjà pu, avec d'autres outils qu'utilisent ces scientifiques, livrer une bonne nouvelle. Sur cette zone, plage et dunes se portent plutôt bien depuis la fameuse tempête de 2010. Les chefs d'entreprise sont appelés aux urnes depuis ce jeudi. Des élections ont débuté dans les chambres de commerce et d'industrie. Elles visent à désigner les représentants qui siégeront pendant ces 5 prochaines années. Les CCI, on le rappelle, sont des organismes qui accompagnent les entreprises dans le secteur du commerce, des services et de l'industrie. En Vendée, il y a 37 sièges à pourvoir lors de ces élections. Une liste unique a été déposée. Elle réunit à la fois des syndicats comme le MEDEF ou la CGPME et des représentants du bâtiment, de l'hôtellerie ou des transports. Une liste portée par Arnaud Ringard. Il nous explique les axes de son programme. Défendre et promouvoir l'entrepreneuriat, être utile aux entreprises du département, participer à leur dynamisme puisque nous avons la chance d'avoir un tissu extrêmement fort et avec une très belle dynamique et pouvoir participer finalement à ce que cette dynamique se
perdure dans le temps, aux côtés, j'allais dire, de toutes les forces vives du département. Image et interview Antoine Ordinez, et ces élections à la CCI se déroulent jusqu'au 2 novembre. Et puis autre élection, cette fois à la Chambre des métiers et l'artisanat des Pays de la Loire. Les résultats viennent d'être publiés. C'est la liste de l'UPA, l'Union professionnelle artisanale, qui l'emporte avec 68% des suffrages. Dans le département, la liste était emmenée par l'artisan boulanger Daniel Lédin. Près de 10 000 artisans vendéens étaient appelés à désigner leurs représentants. L'État est mobilisé pour venir en aide aux entreprises en difficulté. C'est le message rappelé à Longève dans les locaux de Sofareb. Cette entreprise est spécialisée dans la conception et la fabrication de bâches pour les camions et l'agriculture. Il y a 2 ans, elle s'est retrouvée proche de la cessation de paiement en raison d'un problème avec un fournisseur. La société a pu se relancer grâce à une aide publique. Depuis 1 an, une charte a d'ailleurs été signée à l'échelle régionale. Elle prévoit une cellule d'écoute et d'accompagnement pour les chefs d'entreprise en difficulté. Il y a un travail très important qui est le travail d'anticipation. Le mot d'ordre, c'est vraiment d'anticiper, parce que plus un chef d'entreprise va saisir les différents conseils et les différents dispositifs tôt, plus on va trouver des solutions. Voilà. Donc pour le chef d'entreprise, venez le plus tôt possible saisir, chercher des conseils lorsque l'entreprise rencontre des difficultés, et ça permettra vraiment de pouvoir agir de manière très efficace. Pompiers, gendarmes, policiers, secouristes, tous ces métiers sont indispensables pour assurer la sécurité des Français. Des métiers qui attirent aussi de plus en plus les jeunes Vendéens, depuis notamment les attentats. Alors pour mieux expliquer l'ensemble des missions des forces de l'ordre, l'État organise tous les ans les rencontres de la sécurité, avec pour objectif de sensibiliser le public à l'engagement citoyen. Vous pouvez le voir sur ces images. À La Roche-sur-Yon, des initiations aux gestes qui sauvent étaient par exemple proposées par la Croix-Rouge. On peut découvrir en quelques minutes, puisque la première formation qu'on peut faire, c'est environ 3/4 d'heure, c'est appeler, masser, défibriller. De manière à ce que le cerveau soit toujours irrigué donc en oxygène. Donc c'est une formation qui peut durer 45 minutes. Partons à présent à plusieurs dizaines de millions de kilomètres de la Vendée, sur la planète Mars. L'Agence spatiale européenne a lancé une mission baptisée ExoMars. Le but, mettre en orbite autour de la planète rouge une sonde et puis faire atterrir, ou plutôt amarcir, un module sur le sol de Mars. Les Européens veulent ainsi concurrencer les Américains qui, eux, ont déjà réussi à se poser sur cette planète. Une conquête de l'espace suivie de près en Vendée. À La Roche-sur-Yon, le centre astronomique vendéen avait proposé une retransmission de l'événement. Élodie Pépin. C'est une planète qui de tout temps a fasciné l'homme. Mars, l'astre rouge, une planète presque 2 fois plus petite que la Terre, mais avec laquelle elle a de nombreux points communs. Alors pourquoi n'y aurait-il pas aussi une forme de vie ? Il faut savoir que sur Terre, dans certains déserts extrêmement arides, comme le désert de la Mort aux États-Unis, les conditions sont extrêmement difficiles. Il y a très peu d'eau, très peu d'humidité, et pourtant les formes de vie arrivent quand même à se développer. Donc rien n'interdit que sur Mars, on n'ait pas ces formes de vie qu'on appelle extrémophiles, qui pourraient être encore à l'heure actuelle actives. Mars est aujourd'hui devenu l'objet de toutes les convoitises. 2 robots américains sillonnent actuellement cette planète. Et l'Europe est partie à sa conquête. Ce mercredi, elle a tenté de faire atterrir un module appelé Schiaparelli. Un atterrissage que des passionnés du club d'astronomie de La Roche-sur-Yon ont souhaité suivre en direct. L'enjeu pour les Européens, c'est de démontrer qu'ils sont capables de poser un atterrisseur sur Mars avec succès. Si c'est un échec, ça remet en question l'échéance pour envoyer le prochain robot, ExoMars 2020. L'idée, c'est de prouver qu'ils sont capables de poser quelque chose de simple et ensuite d'envoyer quelque chose de plus complexe. Car l'idée est qu'en 2020, ce robot puisse forer la planète Mars pour chercher des signes de vie en souterrain. Tous ont donc les yeux rivés sur l'écran. Si, c'est bon, ouais. 18h30, TGO vient d'envoyer un signal. Une partie de la mission est réussie. La sonde a été placée en orbite avec succès. Mais toujours, aucune nouvelle de l'atterrissage de Schiaparelli. Et pour l'instant, pas de signal émis après l'atterrissage. Et les nouvelles n'arriveront finalement que le lendemain,
Ce jeudi, l'Agence spatiale européenne a annoncé que Schiaparelli ne serait pas en état de marche. La mission ExoMars est donc à 50% réussie, puisque la sonde, elle, en orbite, devrait apporter de nouvelles connaissances à l'homme qui prévoit de coloniser cette planète d'ici 2030. On passe au sport avec le chrono des nations. La 35e édition a été présentée ce mercredi soir aux Herbiers. Cette année, une nouvelle équipe est à la tête de l'organisation après le départ du fondateur du chrono, Christian Tessier. Mais le principe de l'événement reste le même. 5 jours d'animation dans le centre-ville des Herbiers avec en point d'orgue dimanche le contre-la-montre cycliste. Il va réunir pour cette édition 200 coureurs, hommes et femmes, de la catégorie cadet à l'élite. Les participants s'élanceront un à un pour un parcours allant de 17 à 57 km. Les communes traversées, Mouchamps, Saint-Paul-en-Paray ou encore Chambretot. Et parmi les concurrents, on peut citer les 2 coureurs de Direct Énergie, Fabien Grelier et Sylvain Chavanel, ou encore le Biélorusse Vassil Kirienka. De sérieux concurrents pour la victoire cette année, c'est ce que nous explique le président de ce chrono des nations, au micro de Jean-Marie Bidot. Qui va gagner cette année? Je n'en sais rien. Entre Kirienka, le vainqueur de l'an dernier, Chavanel, le vainqueur d'il y a 2 ans, les nouveaux qui arrivent sur le circuit, les Mullen et compagnie, les consorts, ça va être formidable. Le pronostic, il est très dur à faire. Et ce chrono des nations sera à vivre sur TV Vendée dimanche. Aurélien Huard sera en compagnie de Lilian Gégou pour vous faire vivre en direct l'épreuve. Ce sera à suivre sur notre antenne à partir de 13h15. On ouvre à présent une page Vendée Globe avec d'abord le chiffre du jour. Et ce chiffre, c'est 44. C'est l'âge moyen des skippers pour cette édition 2016. C'est un peu plus que les éditions précédentes. En 2008, la moyenne, c'était 41 ans. En 2012, 43 ans. Le doyen cette année est américain, c'est Rich Wilson, à 66 ans. Il va participer à son 2e Vendée Globe avec son bateau Great American 4. Et vous voyez sur cette photo, il a à ses côtés le benjamin de la flotte. C'est Alan Roura, le Suisse, a seulement 23 ans. C'est le plus jeune skipper à prendre le départ du Vendée Globe, toute édition confondue. Il bat le record détenu jusqu'à présent par une femme, Hélène MacArthur. Alan Roura qui fait partie des des petits nouveaux qui participent pour la première fois au Vendée Globe. Il n'est pas le seul, ils sont 14 au total cette année. Des skippers qui sont loin d'être des amateurs. Ils ont parfois de solides expériences de la course au large. Certains d'ailleurs ne viennent pas faire que de la figuration. Alexis Raison. En cette édition, ils sont pour l'instant 83 skippers à avoir pris le départ d'un Vendée Globe. Il faudra en ajouter 14 d'ici quelques jours, 14 petits nouveaux sur l'épreuve, 14 bisus comme on les appelle. Mais il ne faut pas s'y tromper, ils arrivent tous évidemment avec une solide expérience de navigation. Certains par exemple ont déjà bouclé des tours du monde mais jamais en solitaire. Pour d'autres, c'est l'inverse. J'ai une certaine expérience, en particulier de l'Atlantique que j'ai traversé dans tous les sens. Maintenant, oui, j'arrive avec beaucoup d'humilité sur cette course parce que tout ce qui est le Grand Sud, je ne le connais pas. Il n'y a pas de format intermédiaire entre la Transat et le Tour du Monde, donc on passe directement d'une course de 15-20 jours à une course de 80-90 jours. Donc voilà, moi j'ai fait des Transats, mais j'ai pas encore fait de Tour du Monde, que ce soit le Vendée Globe ou autre chose, donc c'est mon premier Tour du Monde. Qui dit premier Tour du Monde dit forcément grande découverte, comme les mers du Sud les plus agitées. Et chacun aborde la plus grande course au large de la planète à sa manière. Il y a beaucoup d'inconnus, donc le parcours, comme je le disais, et puis la durée de l'épreuve qu'on ne peut pas appréhender tant qu'on ne l'a pas vraiment testé. Non, moi je suis pas du tout effrayé, je suis hyper content, il y a une grande excitation à l'idée de l'inconnu. Ouais, il y a peut-être en effet un peu d'insouciance, un peu de légèreté à l'approche de son premier Vendée Globe. C'est un peu l'état dans lequel je me sens, là je me sens vraiment bien et il n'y a pas d'appréhension particulière. Il faut dire qu'il y a bisu et bisu, tous ne découvrent clairement pas la course dans les mêmes dispositions. Je suis ici à côté Alain Roura. On a tous les deux les petits projets. C'est nous qui a travaillé avec les mains dans la colle, avec le poignet sur la ponceuse. Safran, par exemple, qui avec un skipper, un bisou, qui est déjà un star. Donc en fait, la classification en bisou, c'est très hétérogène. Il y a donc ceux comme Morgan Lagravière sur Safran ou Paul Meillat sur SMA qui peuvent avoir des ambitions de podium, voire de victoire. Mais la plupart cherchent avant tout à boucler leur premier Vendée Globe. Être au départ, c'est déjà une victoire.
Maintenant, être à l'arrivée, c'est la deuxième victoire. Et pour moi, avant de parler de performance, il faut couper la ligne d'arrivée. C'est l'objectif qui est très 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 ancré dans mon projet. Retrouver le Chenal des Sables dans 3 mois, se faire une petite place dans le cercle très fermé de ceux qui ont relevé le défi. Et pourquoi pas rêver. Après tout, le Vendée Globe a été remporté 5 fois sur 7 par un bisu, comme François Gabard il y a 4 ans. Et sur le village du Vendée Globe, les skippers ont reçu ce mercredi la visite d'autres champions de voile. L'équipe de France de voile olympique était présente pour des séances de dédicaces auprès du public. Parmi les 8 athlètes, il y avait Charline Picon, médaillée d'or au JO de Rio en planche à voile, et Pierre Lecoq, médaillé de bronze. À noter aussi la présence de Damien Seguin. Il a décroché au Brésil le mois dernier son 2e titre paralympique. Et c'est un habitué de la course au large. Il a déjà participé à la Route du Rhum et à la Jacques Vabre et rêve d'être au départ du Vendée Globe dans 4 ans. L'idée de cette visite au Sables d'Olonne, c'était d'ailleurs de rapprocher les deux mondes, ceux de la voile olympique et celui de la course au large. Pour nous, c'est important de venir sur le Vendée Globe parce que ça fait partie des grandes courses qui se déroulent en France. Le Vendée Globe, c'est forcément magique. Quand on est passionné de voile, on s'intéresse forcément à tous les types de voiles et notamment nous, le Vendée Globe, ça fait partie des choses qui nous font aussi rêver. C'est une belle vitrine de notre sport, c'est l'Everest des mers parce que c'est hyper difficile comme compétition, ça donne envie à tous les marins et si on est là aujourd'hui, c'est aussi pour dire que la voile, elle se pratique de plein de façons différentes, que ce soit l'olympisme ou la course au large. C'est important pour la voile olympique parce qu'en France, on a tendance à oublier la voile olympique. C'est vraiment la course au large qui est sur le devant de la scène. Donc cette année, on est sur une année où il y a à la fois le Vendée Globe et à la fois les Jeux Olympiques. Donc pouvoir réunir les deux milieux, c'est vraiment intéressant. Et puis le Vendée Globe, c'est aussi l'occasion pendant 3 semaines de mettre en avant le département auprès des médias et des visiteurs du village. Et l'une des cartes de visite de la Vendée, c'est la gastronomie. Un espace dédié aux produits vendéens a été aménagé sur le village du Vendée Globe, à 2 pas des pontons. Au programme, des ateliers de cuisine, des animations, des dégustations. Un Vendée Globe culinaire proposé par les acteurs du monde agricole pour valoriser le savoir-faire français. Cyril Guillet. Au cœur du village du Vendée Globe, les visiteurs viennent ici faire une escale culinaire. Toute la journée, les chefs se relaient derrière les fourneaux pour mettre en éveil les papilles des curieux de passage. J'arrive voilà, tout juste, alors on m'a dit c'est du bœuf et j'ai trouvé quand même dans la sauce, il y avait du champignon. Sauce champignon, délicieuse. On accompagne les gens qui sont un peu hésitants à faire à manger par eux-mêmes, en leur montrant qu'avec des bons produits français, eh bien, on peut arriver à faire de la cuisine simplement, mais en se régalant, en toute simplicité, en convivialité. Avec son slogan « Bien produire pour bien nourrir », le Vendée Globe culinaire met en avant toutes les filières de production, qu'elles viennent de la terre ou de la mer. Les agriculteurs français dont je suis produisons des produits de qualité tout au long de l'année. Ce n'est pas toujours suffisamment connu par nos compatriotes et même au-delà. Et donc ça, c'est un des 2 messages que nous voulons faire passer. Et le deuxième, c'est celui de la cuisine, de toute la chaîne de valeur, à partir de ces produits de la terre et de nos élevages, de bien les préparer, bien les cuisiner pour pouvoir honorer cette bonne gastronomie française. Aujourd'hui, Arnaud d'Auvergne prépare un pavé de rhum steak accompagné d'une sauce crémée champignons et poivre surmontée d'une chips de jambon vendéen. L'occasion pour certains de faire des découvertes. Je connais très peu la viande bovine partonnaise, mais j'ai découvert, c'est agréable. C'était extra, c'était très tendre et avec la petite sauce crémeuse, super. Dans les 200 mètres carrés qui abritent le Vendée Globe culinaire, toute une partie accueille une maquette agricole géante réalisée à l'échelle 1/32e. Une reconstitution tout en détail qui passionne entre autres les scolaires. L'objectif de cette maquette, c'est effectivement de montrer la réalité de ce qu'est la campagne, d'où vient leur nourriture. Il y a beaucoup de fantasmes derrière la nourriture. Là, nous voulons montrer ce qu'est la réalité d'un élevage, mais également les réalités de la mer, de la pêche. Sans oublier les agriculteurs et les céréaliers, sans qui le petit déjeuner de ces enfants serait bien monotone. Avant de refermer ce journal, un mot de la météo. Ce sera un vendredi plutôt ensoleillé avec encore quelques brouillards le matin et la présence de nuages, notamment dans les terres. Les températures baissent un peu, 4 à 9 degrés seulement au lever du jour, 15 à 16 au meilleur de la journée. Le bulletin complet, c'est dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal.